Salut tout le monde, aujourd'hui un unboxing. Pourquoi on a le STX ici? Parce que on a aujourd'hui un concurrent direct de cette machine. Et comme dit chacun, comme toujours, c'est plus, c'est moins. Lui, il vaut 150-170 € au départ, à poil, sans suspension, sans freinage, un servot qui peut claquer, une couronne principale qui peut claquer parce que le système de protection ne fonctionne pas, et plus toute la mauvaise foi de Funtech derrière à ce sujet-là. Tu peux l'optionner, il faut compter 30 balles l'option amorto, entre 20 et 40 balles selon les pneus que tu mets. Alors maintenant il faut un récepteur en option, 20 balles, c'est le prix d'une radio complète Dumbo. Donc moi je prendrais plutôt la radio complète si tu veux passer sur un combo correct. Alors tu as plusieurs solutions, soit tu prends juste donc récepteur et variateur, parce que le moteur ça va, on est bien là-dedans, 35-40 ça suffit pour les petits au niveau perf, pour t'en tirer au moins cher possible. Après il y a RC-Mag qui a mis un combo Orion dedans à 100 balles, le servot, le récepteur, les amortos, les pneus, 350 € la facture finale, parce qu'il faut qu'on la lipo à 25 balles si tu veux rouler avec le brushless, donc 350-370 € la version finale. Là, ce n'est absolument plus la peine de l'acheter. Tu prends Arma Granite 3S BLX qui coûte 350 € RTR. Ok, c'est vrai, il faut encore la lipo et un petit chargeur automatique, une vingtaine d'euros, une lipo une vingtaine d'euros. Mais tu as une lipo 2S 5000, t'es parti en 2S, 20 minutes tranquille, si tu brides à 50%, t'es parti une demi-heure. Donc là, c'est plus viable du tout. C'est là que ça coince. Bon, si tu fais un truc comme ça, après, tu peux partir sur un petit combo chinois à 35 €. Une petite radio, 55 €. Amorto, là, tu coupes pas, donc 85 € de plus. Tu es quand même à 225-230 €. Tu prends Arma Granite charbon, 250 €. Tu mets le même brushless à 35 € dedans, 285 €. C'est nouveau pas la peine de prendre celui-là. Donc, si tu le prends, prends-le comme il est, laisse-le comme il est en tant que jouet pour enfants. Tu laisses le petit Osexity avec et très bien. Tu n'investis pas plus, de toute façon tu prends un petit budget comme dit Servo Couronne et ça va. Et nous avons aujourd'hui donc ceci ici. Un Maverick Quantum Flux. Alors en français, Maverick Quentin Flux. Pourquoi c'est un concurrent alors qu'il est en brushless? Parce que 199,90 € livré. 200 balles, ça fait 50 de plus que le petit Funtex. Ok, il faut encore une batterie. Tu comptes budget avec chargeur et deux batteries, tu arrives à 250 €. Un petit chargeur automatique là où tu branches juste l'équilibreur, ça suffit. Pour un petit haut, c'est sécurisé, il branche, ça charge, quand c'est plein, c'est vert, fin de l'histoire. N'oublie pas évidemment que ce soit n'importe quel engin, le petit sac lipo. De toute façon, après, dès que c'est lipo ou autre, préférez-vous les adultes vous en occuper. Sérieusement, faites attention avec ça. 200 € donc. Et ce qu'a de plus le petit Funtech, c'est transmission et solidité des plastiques. Pour l'instant, on l'a vu, je l'ai tapé sur les rampes, châssis en avant, il a pris la caillasse, tout ça, ça tient. On a mis des roues un peu plus grosses qui ont plus de grippe, qui sont un peu plus lourdes. Bon, on a fait qu'un pack pour l'instant. La batterie commence à souffrir, la lithium-ion, de ça. Avec la lipo, ça ira mieux. Mais la transmission a l'air de tenir. Ça, on verra dans quelques packs si j'ai la patience de le faire. Parce que je prends sur moi, je vous assure. Pour rouler avec des engins comme ça, avec des performances comme ça, je prends sur moi, je vous promets. C'est dur quand tu as des engins terribles en main et revenir sur ça après, où tu restes la poignée dans le coin en fait tout le temps, c'est bizarre. Ce petit Maverick, c'est quoi Maverick? Maverick, c'est une sous-marque de HPI depuis longtemps. C'est du rebadge de matériel chinois 100%. HPI, ça fait 3 fois qu'ils coulent, qu'ils reviennent. Chaque fois qu'ils sont rachetés, ils sont plus chers. Le MT Flux, le Bullet MT Flux, c'est à 450 €. C'est plus cher qu'un Arma Granite, c'est quasiment aussi cher qu'un Traxxas, alors que le Funtech est sur les triangles et la transmission plus solide que le Bullet. Ça, c'est comme ça. Je vous ai dit, chaque machine a ses plus, c'est moins. Là, on a un look d'enfer, on a un gabarit qui devient intéressant, on a un combo
c'est un vario Bwin. Si tout va bien, c'est aussi un petit moteur au Bwin, pas trop balèze, hein, 3652, on verra combien il a de kW à l'intérieur, ça ne doit pas être trop méchant. C'est pas écrit sur la boîte, on a une radio de 2,4 GHz, tout est waterproof, mais toujours faire gaffe pour les débutants. Waterproof, c'est un piège pour les débutants parce qu'ils vont se dire ouais, c'est mouillé, je peux y aller, mais quand tu vas dans l'eau, il y a de la rouille, de l'entretien, tout ça, tout ça. Donc, si possible, restez toujours à l'écart de la flotte, les jeunes, parce qu'il faut derrière démonter toute la machine pour pouvoir le faire comme il faut. Sans compter que même si tu te dis c'est waterproof, le risque, il y a toujours un risque que de l'eau aille quelque part et te fasse lâcher quelque chose sur la machine. On a des pneus qui ont l'air sympas. On a des suspensions hydrauliques et on est ici en 1/10. Il y a écrit 3S sur la boîte. Ne roulez pas sans 3S. Sérieusement, dans un pré, machin, dans le sable, cool, ok. Mais pour un débutant, le problème c'est que les débutants, bon, ils vont faire gaffe à nous, ce qu'on fait sur nos chaînes. Voilà, le débutant va dire attends, le mec il me dit de rouler en 2S, il roule en 18S, il me fait quoi celui-là? Il a pas tort. Parce qu'à un moment, tu as une petite habitude, il faut mesurer sur la gâchette, et là, il va me dire attends, Poto Coralie, tu veux qu'on en parle? Et là aussi, il a raison. Mais là, tu vois clairement les risques. C'est ce qui va t'arriver à 3S, tu vas perdre le contrôle. Et surtout, tu vas abîmer très vite la machine, les vitesses de rotation trop élevées pour la transmission, etc. C'est une machine chinoise avec des allumes mous, des amortos, vous allez les reconnaître. Quand je vais vous montrer la plateforme de ce véhicule, on va passer par là. J'insiste sur le petit speech de démarrage parce que précisément c'est le genre d'engin pour les débutants et je veux que le débutant, nouveau venu sur la chaîne, puisse avoir une meilleure idée de quoi on parle ici, parce que juste unboxer le véhicule, donner les données techniques, c'est une radio, c'est un véhicule 1/10 monstrueux, gigantesque, superbe, avec une radio 2,4 GHz à pistolet, un moteur brushless, blablabla, ça va lui servir à rien, donc moi je préfère ramener ça à la réalité. Donc comme dit à côté, tu as le Granit Mega qui est en charbon, un peu plus cher que celui-là et en brushless. On a, mais dans la solidité, transmission, machine, amorto, pneumatique, carrosserie, c'est le top pour les machines de débutants, honnêtement. Moi, je suis vraiment pour. Tu investis dans un Granit Mega à 250 €. Un peu plus tard, tu te prends un combo brushless à 35-40 € pour le faire évoluer à 50-55 avec une bonne autonomie. Et tu peux toujours encore plus tard, au lieu de mettre le combo à 35-40, tu passeras sur un combo un peu plus cher et ensuite vraiment le faire aller plus vite tout en respectant un budget évolutif tranquille. Tu as le choix du Funtech, qui est le moins cher au départ et dont la transmission et les plastiques tiennent dans le coup. Tu as le Apsima 3.4 qu'on n'a pas encore testé, qu'on va tester, qui lui a des vrais pneus, des vrais amortos, combo charbon aussi, mais batterie standard. Lui aussi roule en batterie standard. Et regarde cette construction, est-ce que ça te rappelle rien? Ça sort évidemment de la même usine que Apsima, T2M, etc., etc., BSD, FS Racing, FTX, Redcat, Carson, DF Mali, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tout le monde a copié le système de pare-choc Traxxas, ça critique dans tous les sens, mais les premiers qui ont fait ce système-là, c'était bien Traxxas. Et encore, même je suis sûr qu'ils l'ont copié de quelque part. Tourelle plastique, amorto corps plastique, biellette non réglable, ça suffit pour un débutant. On a à la base tout ce qu'il faut. Gros problème, comme pour beaucoup de machines de débutants, Apsima n'en a pas, ni de diff central ni de slipper. Le slipper, c'est vrai que ça peut être un problème à régler, mais un diff central, ça serait bienvenu. Le Funtech n'en a pas non plus, il a un système de protection qui ne fonctionne pas, dont on ne parle pas dans la notice et dont on ne vous parle même pas dans la notice de présentation officielle de la marque. Le Arma a un slipper dedans, donc de ce côté-là, c'est le mieux doté. Cerveau pignon métal, il ne sera pas très balèze, je pense que ça va être. Les connaissants, ils ont mis un petit 9 kg, mais l'engin n'est pas très lourd, ça devrait le faire. Les pièces détachées sont facilement disponibles. Et donc la grande question, c'est la solidité de la machine. On va commencer par la radio. Alors moi j'aime bien quand c'est des petits kits débutants comme ça, franchement je trouve ça super cool quand le fabricant, le détaillant, le revendeur laisse les batteries avec. Chez Maverick t'as rien.
On a donc une radio qui a un look moderne, qui est immense. C'est pas plus mal, tu n'iras pas la chercher parce que tu sais où elle est. Tu as ici un capot qui s'ouvre de ce sens. Ah, c'est un piège. Moi je voulais lever par là, regarde, il faut appuyer pour lever. Donc là ça va s'ouvrir tout le temps à tout bout de champ. Inversion de la direction si tu dois changer de cerveau. Inversion des gaz, inutile. Il suffit de tourner deux câbles en général. Et regarde, on a une bride des gaz et une bride de la direction. Non, même pas. C'est que une bride des gaz. Regarde, c'est génial. On a le dual rate ici. Trop bien. Trop bien. Donc je t'explique. Ça, tu brides l'accélération, enfin les gaz, la Vmax, et là tu brides les freins. Donc tu peux régler séparément gaz et frein. Donc attention toujours, je pense si tu descends trop sur la marche arrière, tu vas perdre les freins. Généralement quand tu passes sous les 50% de bride de la marche arrière ou du frein, ça pose un problème pour repartir en marche arrière. On a ici le trim des gaz, ici le trim de direction, donc c'est un peu logique. Généralement c'est vrai qu'on est comme ça sur le truc, enfin on est là, mais tu as facilement ici le trim des gaz. Plus très utile, on a des combos qui ont un réglage électronique, donc ceci ne sert pas à grand chose. Trim de direction, toujours utile. Et le dual rate de la direction, c'est-à-dire si tu es sur un sol glissant, ton véhicule, si dès que tu touches, tu fous le camp à gauche, à droite, tu vas diminuer ici le débattement de la direction. L'antenne qui est mise sous le dessous, en protégeant en plus le doigt. La gâchette qui va bien dur, on a une bonne sensation dessus. Là aussi, souvent, on a cette habitude des constructeurs de faire une mini course marche arrière-frein par rapport à la marche avant, mais ça va. On a une bonne sensation dessus. La direction aussi. Moi j'aime bien en fait quand il y a des ressorts de rappel assez durs. Ça me plaît. On est déjà plus à l'aise en main que sur la radio d'origine Funtech ou par exemple la radio Coralie. Il faut savoir que dans ces mêmes gammes de prix, pour 200 € à charbon, on a 150 € à charbon, on a des deux motrices Coralie qui s'en sortent pas trop mal aussi, mais qui ont aussi des petits points faibles. Mais là, on va rester dans le domaine du 4x4 plus des Monster. Voilà le petit bestiau. Carrosserie de Truggy, donc là on est dans la cour plutôt Rustler, HPI Firestorm, etc. Plus grand que le Rustler. On a ici une embase. Est-ce que l'ami Pierre-Yves, combien on a d'anthrax sur le bestiau? J'ai laissé Pierre-Yves à l'étage. Il faisait trop chaud à la cave et je voulais pas qu'il reste avec l'humidité, il était plus jeune. Alors, on a ici empattement 285. Donc non, c'est la taille du Maxxis Rustler. Pour la moitié du prix, mais attention. Alors Rustler, autant on a des amortos nazes, mais le reste ça tient. Moi j'aime bien la bouille, j'aime bien le fait qu'ils aient... j'aime bien les jantes, j'aime bien la couleur qui change un petit peu des autres modèles. On te livre avec quelques stickers encore, un radiateur additionnel pour le moteur. Notice là. Là c'est pareil, c'est pas vraiment une notice comme beaucoup, c'est juste comment se servir de la machine, la mise en route, mettre les piles dans la radio, etc. On n'a même pas... T'as rien du tout. T'as ni éclaté, ni référence des pièces de rechange, rien du tout. C'est disponible tout ça, je pense, sur le net, évidemment. Je vous invite à en parler pendant que vous regardez la vidéo. Les mecs, vous allez vite sur votre navigateur préféré. Vous allez sur le site HPI ou Maverick, c'est le même site. Tu peux switcher en haut comme tu peux switcher français, allemand, anglais et chinois. Tu peux switcher sur HPI ou sur Maverick. Là-bas, tu auras toutes les specs. Très bien. Donc, on a fait la radio, on a fait la notice, on a fait le blabla du carton. Maintenant, on peut enfin attaquer la méca. Vous avez vu que je me suis retenu de toucher la machine. Donc, commençons par l'essentiel. Le poète-poète. Alors, les poète-poète, pas mal. Franchement, pneumatique, ouais. Souple, mousse, ok. Jante. Jante peut-être un peu rigide. Hein. Là, si tu presses, ouais, les jantes sont peut-être un peu rigides. Mais vraiment pas mal. L'aileron est flex. Il est fixé avec 2 circlips. À voir de combien il est flex. Derrière, on a une roulette
qui est trop serré d'un côté. On a un pare-choc, donc un minimum de flex, tu vois, positif et négatif, ça c'est pas mal, hein, franchement. Là on est bien. À l'avant, on a un pare-choc qui nous rappelle le Trophy-Flux. Moi j'aimais bien les Truggy Hongnor, tout ça à l'époque, il y avait un pare-choc correct à l'avant et pas juste un mini truc. Évidemment, sur circuit ou autre, ils mettent pas de pare-choc pour avoir un gros angle d'attaque pour les atterrissages. Pour nous, c'est quand même pratique pour bien protéger. Le pare-choc avant m'a l'air un peu plus rigide que l'arrière à cause du patin. On va voir ça. Sur ce type de rebadge, on aura toujours les mêmes problèmes. Les plastiques, la transmission, là, en fait, tout ce qui est dentition de transmission va s'user relativement vite. La qualité des roulements et des carrosseries. La carreau, effectivement, c'est l'espèce de drôle de plastique moitié PVC. Ça a l'air pas mal comme ça, mais on a tous très rapidement déchiré ce type de carreau quand on les avait. Ça va vraiment très vite. On est costaud sur le toit parce qu'ils ont mis un rainurage là, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. On va vite tester quelque chose. J'arrive, hein, n'oublie pas. Traxxas Rustler. Effectivement, la carreau incassable du Rustler 4x4 va parfaitement dessus. Donc, je vais très certainement aller faire les essais avec ça. Pour ne pas abîmer l'origine. Firestorm Flux. C'est un Maverick HPI. Ouais. Ouais. Je pense que ça mérite la carrosserie du Firestorm dessus. Parce qu'en plus on sera les couleurs vert, jaune. On mettra encore un peu d'autres couleurs. Et on mettra Bob Marley sur le capot en sticker. Alors, pneumatique, ça va. Flex des pare-chocs, ça va. Aileron, ça a l'air d'aller. Oh, Houston, suspension, on a un problème. Suspension, il y a un souci. Ouf. Suspension, va falloir y bosser. Hein. Alors là, là, ça va pas du tout. La suspension est catastrophique. Il n'y a pas bon. C'est certain. La suspension, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est dommage pour un véhicule pour débutant, déjà, qui va devoir mettre les mains dans la suspette. Tu vois, c'est vraiment étrange. Ils ont fait beaucoup trop ferme. Dureté des ressorts, ça peut aller. Donc là, pour le débutant, c'est ennuyant parce qu'il va devoir acheter de l'huile, vider les amortos, remplir les amortos, pour profiter comme il faut de sa machine. C'est pas cool. Le châssis, vous allez reconnaître le style de construction du Slash. Tube central en acier fin, au lieu du gros tube en alu, ce qui est bien parce que tu as moins de trucs qui peuvent se frotter dessus. Toujours faire gaffe. Avec ce genre de choses, tout ce qui rentre dans le châssis n'en sort plus, ça va traîner là, dans la noire, dans la transmission, entre le moteur, ça va t'abîmer tout ça, ça va devenir moche. Tu peux mettre un filet dessus, tu peux mettre une carreau de buggy à l'intérieur pour fermer mieux. Après là, ça a l'air d'aller, avec la carreau du Truggy, là, elle est relativement fermée sur l'avant. Ouais, ça devrait pas être trop dégueu. Toujours, pour toutes les RC en général, le pire ennemi, ce sont les graviers. Le sable, tout ça, ça fait des dégâts, ok, mais rouler sur des places en gravier ou des gros cailloux, c'est toujours le pire ennemi. Ça va se coincer dans les jantes, ça peut t'usiner un moyeu, te péter une jante, te coincer la transmission, te faire sauter le cerveau de direction, donc faites gaffe où vous roulez aussi. C'est vrai que c'est rigolo de rouler dans les graviers, on le fait tous, mais c'est ce qui lamine le plus le véhicule. Hein. Les graviers projetés par les roues avant en deux roues motrices laminent le train arrière, le châssis, tout ce que tu veux. On a tous les triangles identiques, donc on a un seul inférieur pour les quatre côtés, un seul supérieur pour les quatre côtés, on a les portes fusées avant-arrière identiques, gauche-droite sont réversibles, non. Donc tu as un droit pour le côté droit, un gauche pour le côté gauche. Il y a un sens. Train donc pleinement sur rotule. Le plastique, justement, a cette espèce d'aspect brillant un peu cassant. Mais regarde, on est méga flex. Alors est-ce qu'on n'est pas trop flex? Ça on verra. On a du CVD à l'avant et du dogbone à l'arrière. On a des noix et des axes qui ont l'air corrects pour la taille de la machine. On verra seulement une fois l'utilisation si
la dureté entre l'axe et la noix correspond et si on n'a pas une usure trop rapide et trop prononcée de cette pièce-là. On va faire donc le test essentiel des battements de suspension. Bon là on n'est pas au max. L'engin je le trouve très bas là, mais on peut encore monter. On a de la marge. Les skids vont buter les triangles, mais on a de la marge. Donc on va pouvoir le monter ici sur les trous là pour remonter un peu de garde-sol. Moi je préfère avoir un peu plus de garde-sol. Alors, si on enfonce à fond la suspension, l'axe de noix est loin de sortir et il est loin aussi du fond de la gorge. Donc de ce côté-là, niveau débattement de suspension, machin, ça fonctionne. Donc là, Psymat et 2M, va falloir aller jeter un coup d'œil chez Maverick parce qu'il maîtrise mieux le sujet. C'est certain. Débattement de suspension par rapport à la direction, on a beaucoup de modèles aussi bas de gamme, Obitech BXR S1, BXR MT, etc. Quand tu bouges ta suspette, les roues, elles prennent de plus à moins 5 degrés. Et qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Regarde, les roues restent parfaitement parallèles. Donc la chassimétrie est maîtrisée ici sur cette machine. On n'a pas de barre stab, mais ça doit être dispo en option parce qu'on a les fixations des barres stab. Les roulements sont parois double Z, donc pas étanches. On l'a vu plein de fois chez Arma, ça pose pas de problème. Tu mets un petit coup d'huile ou de graisse en bon avant de rouler. Je préfère l'huile parce que la graisse ça colle trop, on a des saletés qui vont rester dedans. Quand tu rentres, tu nettoies un petit coup, tu remets un petit coup d'huile et tes roulements vivent longtemps. N'hésite pas à enlever les roues et les hexagones pour t'occuper aussi du roulement avant, même s'il est bien protégé. Il peut morfler aussi, surtout après les runs dans l'herbe. Tu as souvent des choses qui s'enroulent entre l'hexagone et le roulement qui vont presser dessus et l'abîmer. Tourelle de suspension. On est flex, alors sur les supports de carreaux, mais la tourelle en elle-même est assez rigide. La fixation sur la cellule se fait uniquement par 4 vis ici. Rien d'autre, pas de renfort arrière. Donc si on tape trop fort ici, à mon avis, on va décapiter la cellule. Le plastique a l'air très dur sur les cellules. On a des baillettes à pas inverser partout. Donc comme le train arrière est identique au train avant, tu peux aussi régler l'arrière. Solution plus économique pour les constructeurs. À l'avant, comme il y a la direction, il y a sauve-cerveau. Quand tu prends des chocs, tes porte-fusées ici, souvent s'en sortent bien. À l'arrière, tu n'as pas de moyen d'économiser ce choc. Donc il arrive souvent sur les trains arrière qui ont ça, qu'on aille exploser tout simplement ici cette patte du porte-fusée. Mais regarde là, on a une espèce de... Comme tout est flex, il faut voir ce que ça donne. Tu vois, regarde. Regarde ça, tu arrives à plier le triangle, c'est nickel. C'est pas mal. Alors quand le triangle plie comme ça, c'est bien. Mais ça pose problème évidemment au cardan. Le cardan lui peut prendre un choc et rester plié. En soit ils ont utilisé du matos aussi relativement flex comme le fait Serpent ou X-Ray, où ton cardan flex avec et revient. Soit il faut du télescopique pour éviter ça. Là, on va voir ce qui se passe. On saura seulement quand on l'aura utilisé. Châssis dessous, plus haut au centre que sous les bulkheads. On a les pièces bien arrondies ici. À la limite, on accrochera un petit peu ce coin des vis là, mais là, ça devrait bien passer. On n'a pas beaucoup de matière sur les skid plates ici. Il faudra faire gaffe. On peut régler la roulette, tiens. Regarde, elle a un réglage. Tu peux changer l'angle, pas grand chose, mais un petit peu pour dire qu'il y en a un. Perso, je ne suis pas fan des roulettes qui sont trop basses. Je préfère les avoir même plus sous l'aileron ici, pour qu'elles soient discrètes et juste poser la machine en équilibre. Parce que le secret pour rouler sur deux roues, c'est pas de mettre plein gaz comme un âne. Il faut réussir à faire basculer les véhicules. Donc, dans l'idéal, tu ralentis un petit peu. Et au moment de réaccélérer, la suspension avant va se détendre. La puissance va passer à l'avant, les roues vont gonfler un petit peu, l'arrière va prendre du grip parce qu'il va se tasser, et l'engin se lève, et ensuite tu le poses sur ta roulette, et là tu gères tes gaz. Rester plein gaz sur deux roues, c'est mauvais. Surtout qu'un véhicule qui a un diff central, là on n'a pas de diff central, donc ça va un peu mieux, mais ça force à fond sur la transmission arrière quand tu fais ça, donc méfie-toi. On va maintenant ouvrir la transmission principale ici pour voir ce qu'il y a comme module dedans et si oui ou non on a effectivement un slipper ou quelque chose dedans ou non. Normalement il n'y a rien. C'est vraiment typique de la construction Vicar et compagnie. Hein. On a la barre de Ackermann en alu, on a la cale de train arrière. L'avant-arrière en fait si tu veux, donc la cale de train avant du train arrière, ici en alu.
Derrière, elle est en plastoc intégré dans le pare-choc, qui est fixé, lui, avec ces deux vis là. Il est pris en sandwich dedans. La visserie, c'est de l'hexagonal partout. La qualité des vis, ça n'a pas l'air dégueu. On verra ce qui se passe face à l'humidité, évidemment. Les diffs extrêmement libres, donc je pense qu'ils sont graissés. Alors c'est bien, ça rend l'engin facile à rouler pour un débutant. Mais il faudra se méfier en 3S évidemment. Dans les prises de virage comme ça où l'avant va délester, toute la puissance va partir par là, ça va mouliner à mort, tu vas perdre la puissance, tu vas ballonner ton pneu. Même si j'ai l'impression que ça ne doit pas être trop violent au niveau ballonnage vu la gomme. Mais ça on verra à l'essai. Moteur 36 par 60 et non 52, je vous ai dit une bêtise. Et les kiwis. Alors le Vario est collé sur un support qui a un peu de flex. On n'a vraiment aucune indication sur le moteur. Tu rigoles quoi? Donc les indications moteur ne sont que sur le site. D'ailleurs tu as le lien du site HPI Racing. Ouais, tu vas sur Google, tu mets HPI Racing, tu tomberas sur le site. On n'a rien sur le moteur. 3S capable, ok. Ah si, c'est écrit en gros sur le carton 3300 kV en 3660, ça c'est un bon choix. Donc en 2S, sur mon étagement, on aura un petit, je pense un petit 45-50 s'ils n'ont pas été trop violents. En 3S, on atteindra un petit 65-70. Donc là, comme dit, il faudra, en 3S, il faudra y aller vraiment connaissant ce genre de mécanique sur la base. Il faudra y aller un peu mollo en 3S. Cerveau, donc pignon métal. Est-ce que sur la boîte, on a la force du cerveau? Non, ça y est pas. On n'a rien sur le cerveau, c'est pas grave. Vario donc, Hobby-Wing, tout simplement Quick Run. Très probablement avec ce moteur. Ils ont écrit MSC 30BL, donc un 60 ampères. Vous pouvez le programmer via une carte de programmation par le port du ventilo ici. Si c'est la version RTR, il n'y aura que 5 fonctions réglables. On verra ça en le branchant. Boîte radio ici. Le fil d'antenne qui se promène là. Est-ce qu'ils ont prévu un tube pour protéger ça? Non, il n'y a rien en carton. Donc eux, définitivement, ils laissent l'antenne se promener là. C'est ce que je fais aussi, mais c'est peut-être pas forcément l'idéal pour les débutants d'avoir le fil d'antenne qui se balade dans le véhicule. Et il n'y a pas besoin non plus qu'il soit complètement dehors. On va plutôt le laisser comme ça, tranquillou, histoire qu'il se prenne dans rien quand on roule. Hein. Voilà, on verra bien là, ce que ça donne niveau portée. Bac à batterie. Il n'est pas réglable. Il y a 2 vis par patin. Tu rentres une 2S et une 3S de taille standard, donc 145-150 mm max. Ouais, ça rentre tout pile dedans. Alors bouge pas. Effectivement, celle-là, elle fait 135 mm. Et elle est pile poil dedans. Hein. Donc tu te prends une batterie maximum 135. La hauteur, tu peux gérer avec les velcro, c'est pas un problème. La largeur en moyenne, c'est 50 mm de ces bacs. Là, ça va. On va ouvrir maintenant. On va pas aller jusqu'au diff. J'aimerais juste ouvrir la transmission principale pour jeter un coup d'œil là-dedans. Et on fera peut-être une vidéo annexe à l'accessibilité méca. Alors je voulais l'essayer comme il est là d'origine, mais pas avec ses suspensions. Les suspensions, c'est sûr que je vais y bosser parce que là ça me plaît pas du tout. On a du module
0,8, donc 32 dp, 32 pitch aussi en américain. Quand tu cherches des pignons, tu mets 32 p. Moteur un axe de 5 et très bon choix aussi, on a un tout petit pignon moteur de 11. Ça, de ce côté-là, c'est pas mal. Mais on n'a vraiment rien du tout pour protéger la transmission. Et surtout, tu vois à travers. Alors ils t'ont mis un gros cache sur la transmission ici, mais tu vois à travers. C'est que ça. Regarde. Tu vois à travers le machin, il est complètement ouvert sur le train arrière. Il y a une ouverture de 5 cm à l'arrière du châssis et tu vois complètement de l'autre côté. On a par contre ce qui me plaît, des vis plastiques. Ça c'est bien. Après pour ce prix là, on ne va pas demander de miracle. C'est ça aussi que je vous déconseille de rouler en 3S pour ce prix là, ou alors 3S bridé, pour gagner peut-être en autonomie. À voir l'étagement qu'ils ont fait. Et très important donc pour les petits hauts. Alors déjà on est en prise DIN, ça c'est cool aussi, c'est très courant pour la plupart des batteries. Il est très important, très cher débutant, de faire attention à quelque chose. Nous, c'est vrai, on fait des gros sauts, on fait les cochons, on a des fois des bons réflexes, parfois des mauvais. Quand on se lance dans un gros saut, on sait qu'on va casser, on a le budget derrière qui suit. Enfin, certains d'entre nous savent que voilà, quand tu vas casser, il faut réparer et que ça va coûter. Et on en est conscient. Donc faites gaffe. Quand vous commencez à rouler, ne vous attaquez pas tout de suite au saut. Commencez d'abord à rouler avec le véhicule, gauche-droite, sens inverse. Faites des petits sauts en longueur, des trucs à effet cross. Imaginez-vous, et là je remercie encore une fois l'abonné qui m'a dit ça, parce que c'est vrai que c'est la façon la plus simple de penser à la chose. C'est imagine-toi ce que tu ferais si tu étais à bord du véhicule. Donc tu te mets sur ton vélo, tu te lances sur la bosse et tu regardes est-ce que j'aurais le courage de sauter cette bosse en faisant un backflip et en atterrissant de l'autre côté à plat dans le vide. Non, tu le ferais pas, donc ne le fais pas avec ta voiture. On a ici 4 roues motrices permanentes. Donc dès que le train arrière tourne, le train avant tourne aussi. On a juste différentiel droite et gauche. Ce qui fait que quand tu vas atterrir sur le saut ici, sur tes roues arrière, tu vas bloquer toute la transmission. Quand tu vas atterrir sur le train avant, tu vas bloquer toute la transmission. La seule façon de ne pas le faire, c'est d'atterrir sur un côté après l'autre. Là, tes diffs, tu vois, peuvent compenser la puissance avant d'atterrir. Il est donc impératif que tu arrives au sol comme une crème. Donc pas de coup de gaz brutal avant d'atterrir. Souvent on veut rectifier l'assiette, donc on met du gaz. Quand tu vas comme ça vers le sol, on va mettre un coup de gaz. Le problème c'est que tu vas arriver très dur au sol. Tu vas choquer ta transmission. S'arrêter sur les 4 fers en même temps fera le même effet. Ça va être très violent pour la transmission. Il n'y a ni slipper, ni protection, ni différentiel là-dedans. Donc tout le choc va être retransmis sur pignon couronne. Si tu as la chance, tu peux être juste la couronne, le pignon en ferraille. Donc la couronne est en plastique, donc celle-là elle risque de morfler. Mais il faudra désassembler le véhicule en 3 parties, ou 2 parties si tu veux juste enlever l'arrière, pardon, pour atteindre cette pièce. Et si tu mets gaz trop tard en appui sur un train ou l'autre, tu risques d'endommager couronne et pignon de transmission dans le diff. Tu vas peut-être claquer ton pignon d'attaque et ta couronne. Et là, ça sera dommage. Parce que là, tu vas faire des gros dégâts qui vont coûter cher à réparer, qui vont te mettre du temps à réparer. Et il faut du matériel pour démonter et remonter, la graisse, de l'huile, etc. Faire gaffe à ce que tu fais. Donc, roulez cool. Prenez-vous le temps de voir évoluer, le plaisir de voir évoluer votre véhicule. Commencez par, si vous voulez sauter, faites des sauts en longueur, mais surtout, tu lâches tes gaz dès que le véhicule amorce la descente. Même en l'air d'ailleurs, selon l'assiette de vol du véhicule. Donc là, on devrait être pas mal équilibré, un tout petit poil vers l'arrière quand même, puisqu'on a un moteur vario un peu plus à tranche arrière. La lipo par contre est bien recentrée. Donc, à voir l'équilibre du véhicule. On fera à l'occasion peut-être un tuto sur le saut, l'importance de la vitesse avant le décollage, de la façon de mettre le gaz avant de décoller et de la forme de la bosse. Ça change tout. L'important c'est qu'en vol, tu aies une image, si en l'air, tu es plus ou moins comme ça et ensuite tu commences tranquillement à piquer du nez, tu vas atterrir tranquille. On commence par des petits sauts en longueur pour t'habituer à l'assiette, pour gérer ça. Je ne veux pas partir trop dans les détails parce que ça va compliquer la chose, mais vraiment, franchement, allez-y mollo et surtout,
Je vois plein de gens qui sautent à toute berzingue, qui foncent. Tu ne fonces jamais pleine vitesse sur une rampe. Tu vas à mi-trois quarts de gaz pour garder un petit peu de marge en l'air. C'est là aussi que c'est important d'avoir un vrai frein. Parce il y en a qui m'ont dit ouais, le frein ça sert à rien de toute façon. C'est faux. Quand tu es comme ça en l'air, la seule façon de rétablir l'assiette, c'est de freiner un petit coup. Et si tu claques ta marche arrière, tu vas faire l'inverse et tu vas éclater ta machine. Donc, l'important c'est d'avoir une belle assiette de vol pour atterrir en douceur, de lâcher les gaz au moment de décoller, en douceur aussi, parce que souvent, si tu lâches les gaz trop brutalement, tu vas faire piquer ton véhicule du nez. Donc il faut s'habituer à l'assiette, et pour ça, il n'y a qu'une façon de faire, c'est commencer en douceur. Préférez aussi toujours commencer avec ce qu'on appelle appel et contre-appel, c'est-à-dire tu décolles sur une pente, tu atterris dans une pente. Les chocs sur le plat sont les pires, donc décoller sur une rampe, comme j'ai là derrière, et atterrir sur le plat, c'est le pire. Très dur d'économiser vraiment la transmission quand tu fais ça, donc faites gaffe. Nous allons mettre des pipiles dans la radio. Ne bougez pas. Donc, radio qui fonctionne avec 4 batteries AA. Ce type de radio n'est pas trop gourmande en général parce que elle n'a pas d'écran ni rien. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Alors, première mise en route. On va s'assurer que tous les dual rates sont à fond, donc gaz et frein à fond. On va allumer là. Et maintenant, on va faire autre chose. Cette radio a bip sonore. Alors, comment savoir si tu es au neutre ou pas? C'est ce qu'on va tester. Voilà. Quand tu fais bip bip, tu es au milieu. Ouais, ok, ça marche. Et là, tu es à fond d'un sens. Donc là, théoriquement, j'ai mis ma direction à fond. Vous avez vu, sortie du carton, c'était pas réglé à fond. Et on va voir. J'aurais peut-être dû laisser ça pour voir ce qu'ils avaient prévu sorti de la boîte. Brancher une batterie sur le véhicule. Alors celle-là n'est pas pleine. Elle est en mode storage. Voilà. Le bout de la languette est bien planqué. Bon, on va mettre le câble par là. Alors, quand vous mettez votre batterie, prenez-vous le temps. Faites-le comme il faut, c'est vital. Si la batterie sort du véhicule, vous allez l'endommager physiquement. Vous pouvez arracher des câbles, créer des courts-circuits. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire soigneusement. J'essaie de ne pas perdre mes débits de velcro, voilà. Ok. Donc une batterie standard, ça rentre vraiment tout juste, hein, donc méfiez-vous, ne pas prendre n'importe quoi en taille. Le cordon d'équilibrage, souvent qui se balade, méfiez-vous. Là, bon, il est relativement rigide, il va se promener là en roulant. Méfiez-vous qu'il n'aille pas frotter quelque part dans la transmission ou n'importe. Là, le velcro, je pense, est assez long, donc on va profiter du velcro pour fixer tout ça là-dessous. Tu passes complètement sous le velcro, comme ça ta partie velcrotée justement est au-dessus et pleinement dedans. Si tu le coinces après, c'est-à-dire entre les deux parties du velcro, tu vas perdre de la surface du velcro. Voilà. Ok. Là, on va lever la machine pour la première mise en route pour s'assurer qu'il n'y a rien. Tu la tiens comme il faut, tu mets tes membres à l'abri, tu mets en route. Il a bipé 2 fois, ça a l'air d'aller. On n'a pas de voyant d'alerte ni rien, donc ça doit être bien au neutre. Tu essaies ta direction. Déjà la direction, donc on est complètement à l'ouest.
C'est là que tu trimes. Tu te mets à peu près droit à l'œil, hein. Plus ou moins, le reste tu verras en roulant. Et ensuite tu testes tout doucement. Ça va bien. Le frein fonctionne aussi. Marche arrière aussi. Tu vois, la batterie est en mode storage, on est loin d'avoir la pleine puissance, on a déjà une bonne sensation de patate. Je vais rapidement tester quelque chose, on va partir tout doucement. On a un mini cogu. C'est pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Le son aussi agréable quand on a une couronne en plastique. Et donc ce qu'il faut faire attention, c'est le débattement de suspension, de direction. Je vais te le montrer, attends, je vais me mettre par là. Regarde. Donc, moi je l'ai mis à fond, mais sorti de la boîte, il n'était pas à fond et je vais te montrer pourquoi. Regarde ce qui se passe ici. Je vais aller tourner. Là, mes roues sont à fond. Je ne suis pas encore à fond sur la direction. Regarde, maintenant je mets le reste. Tu vois? Regarde là. Tu vois la biellette? Ça force de l'autre sens. Là aussi, on est en butée. On est carrément en butée physique ici. Et regarde, le cerveau continue. Donc il faut diminuer le dual rate. Donc moi je vais me mettre à fond d'un sens et je vais revenir. Hein. Alors, encore un peu. Voilà. Là on est à 50% du dual rate. Tu vois, là on est juste bien. Tu vois, il s'arrête à temps. Et là il arrive juste en butée. Tu vois, on est juste limite butée gauche-droite. C'est pas mal. Et même avec la batterie à bord, tu vois, les suspects, ça va pas du tout. On va rapidement monter les amortos, voir si on peut les monter. Alors cet engin-là est évidemment plus lourd et plus encombrant aussi que le Funtech, donc pensez-y selon vos possibilités de transport. Alors du coup on est plus souple. Quand l'amortisseur, plus l'amorto est droit, plus il est souple. On gagne un tout petit peu de débattement, c'est pas grand chose. Alors à l'avant, ainsi à l'arrière aussi, on a 3 positions d'ancrage pour l'amorto devant. Tu vois, on est plus à l'aise là sur le... L'huile est vraiment définitivement trop épaisse. Hein. Ils ont mis une huile beaucoup trop épaisse dans l'amorto. Là on est un peu mieux sur les réactions. Mais là l'engin il va sautiller dans le décor. C'est violent. C'est un peu ferme. Mais ouais, faudrait faire l'essai. On va faire l'essai comme ça. Premier run, on fera 2S. On testera la bride de puissance. On laissera les suspensions comme ça pour vous montrer comment ça sautille. Ensuite, je passerai sur une huile plus fine, sauf si ça me prend avant et j'ai vraiment pas envie de me faire du mal à rouler avec un engin qui sautille. Parce que je n'aime pas ça. Accessoirement, c'est sûr, ça pardonne beaucoup sur la tenue de route aussi. Oui, comme ça. Ça va sautiller un peu, mais ça le rendra un peu plus glissant et plus stable, il va baigner moins vite, etc. Donc à voir, tout ça est à tester. Sur ce type d'engin, on n'a pas vraiment de limite de butée de suspension. Le bras va s'arrêter quand il va toucher là, mais tu vois, il n'y est pas encore. Donc ce qui va se passer, c'est que sur les retournements, on va tirer sur la suspension, on va tirer sur la rotule, on va tirer sur le capuchon d'amorto. Donc il est possible qu'une de ces deux pièces lâche, se déchire en fait, sauf si le bras, tu vois, est assez flex pour y aller. Hein. Ça, pareil, hein, c'est des choses, tu vois, l'huile est vraiment dure. Hein. Non, l'huile est trop dure. Je vais assouplir cette huile. Non, je vais rouler stock. Non, je vais assouplir. Non, je vais rouler stock. Non, je vais assouplir.
Voilà, le cerveau est vraiment lent. Je vais sortir ma batterie, je vais la charger. Sinon, l'essai ne va pas durer, on ne verra pas grand chose niveau performance. Cerveau lent, c'est pas très grave pour un débutant. Ça fera le taf. Direction d'ailleurs, c'est intéressant. Ils ont fait comme Arma, ils ont monté le cerveau avec la platine récepteur à l'envers dedans. On a très peu d'espace devant pour que quelque chose rentre. Ça va rentrer quand même. Le piège est quand ça va arriver là derrière, est-ce que ça pourra plus sortir? On a un sauve-cerveau réglable aussi. Donc là, on va surveiller ce qui se passe. Et c'est dommage un peu que l'Aussie ait laissé tomber les Tenacity. Je pense qu'ils auraient pu faire évoluer les Tenacity. Bien sûr, on a les pros. Mais les pros, déjà, tu es dans un budget quand même plus conséquent. Ils ont dû laisser tomber les Tenacity, je pense, parce qu'ils ont justement la gamme Arma 3S au programme chez Horizon Hobby, donc ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, ils vont pas eux-mêmes se concurrencer entre l'Aussie et Arma. On a une suspension type complète là, même non, toujours un peu trop ferme. Voilà. Donc c'est pour ça que certains constructeurs qui achètent plusieurs marques coupent des segments de chaque marque pour ne pas se concurrencer tout seul, tout simplement. Alors lui, à 200 €, RTR, en brushless, une batterie, vingtaine d'euros, un chargeur, vingtaine d'euros. Donc on va dire tu prends deux batteries et un chargeur entre... Ouais, tu as le choix, entre 60 et 100 €. Il y a des petits kits, je crois qu'il y a... Si tu peux prendre un chargeur plus balèze, il y a par exemple RC Team qui fait un chargeur Z60 avec deux LiPo 2S5000, je crois pour 80 ou 90 €, un truc comme ça. En plus c'est vert, ça ira super bien avec la machine verte. Mais attendez qu'on les testé avant de l'acheter. On a un abonné qui en a déjà un, donc lui qui roule en débutant en 2S, il est adulte, il a cassé déjà du triangle par temps froid, mais sur des accidents, il en est conscient. Mais c'est super sympa de sa part, justement, quand vous avez des véhicules comme ça, ou des véhicules qu'on n'a pas au garage, ou qu'on unbox un véhicule que vous avez déjà, n'hésitez pas. Écrivez-nous en dessous comment vous roulez, combien de S vous roulez, le terrain que vous exploitez, sablière, gravière, prairie, vous sautez pas, vous êtes rageux sur la gâchette, c'est-à-dire les à-coups comme ça, est-ce que vous savez être doux sur la gâchette, etc. Partagez-nous votre impression sur le modèle. Dites-nous, ouais, je suis content de ce modèle parce que les performances me vont bien, il est assez solide pour moi. Dites-nous, voilà, j'ai tout cassé. On veut tout savoir parce que chacun a son style de conduite, chacun son terrain, chacun a ses casses ou non. Et c'est très important. On a aussi, par exemple, des gens, surtout justement sur le STX, on a tout, hein. On a des gens qui n'arrêtent pas de casser. Enfin, surtout couronne et cerveau, tout ça, ils sont très déçus. Et on a des gens qui me disent, non, écoute, on est très content avec, on l'exploite voilà, comme ça, et tout se passe bien, ça suffit. Après, c'est vrai que moi, je râle pour les suspensions, mais mets-toi à la place d'un débutant qui n'a jamais eu de voiture. Pour lui, de toute façon, c'est déjà le Nirvana, quand même. Quoi qu'il fasse, c'est le Nirvana. Donc, je comprends aussi. Mais c'est important. Bon, ne mettez pas seulement des commentaires parce que vous êtes d'accord ou vraiment fâché avec moi. Commentez de toute façon, les mecs. Dès que vous avez une expérience avec un modèle qu'on présente ou pas, ou quelque chose de similaire. Là, donc, on a un Truggy indice pour à peu près 200 € en brushless. Comme dit, si vous avez le STX, si vous avez le Apsima 2.4 ou 3.4, si vous avez le Granite Mega, tu vois, dans toute cette gamme de véhicules 150-250 €, bon, que ce soit brushless Charbon, 4.4 ou 4.2, parce que il y a des 4.2 qui sont au même prix aussi, comme ça. Mais le Moxu, on a testé, la version brushless, donc à 200-220 €. Les jantes ne sont pas super solides, les amortos ne sont pas spéciales, mais il s'en sort bien. C'est Régis qui roule avec, des packs, et il s'éclate avec sa machine. Bon, là, on y a mis des vrais amortos avec un vrai réglage, du coup, il se régale vraiment. Mais on y avait changé les roues aussi tout de suite au début. C'est quelque chose qu'on a génériquement chez les constructeurs. C'est rare d'avoir des RC que tu déballes avec des roues avec lesquelles tu seras contente. Là, franchement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas content. Le Apsima, c'est pareil. Le Granite, là, c'est sûr, les pneus sont géniaux. Traxxas, c'est la version charbon, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien dedans. Moxu, les pneus, c'est pareil, c'est les mêmes pneus que monte au Vitec hein, sur le BX RMT. Ils sont nazes, ces pneus. On a toujours, chez la plupart des constructeurs, un problème avec le cerveau. Là, tu vois, là, il est très lent, il est peut-être assez solide. Chez Arma, il est mieux, mais il y en a encore des casses à cause
des pierres qui peuvent se prendre dans le système. Apsima, on n'a pas encore testé. Chez Funtech, on sait qu'il lâche. Chez Traxxas, sur les 4x4, il peut lâcher aussi. Sur les 4x2, par contre, c'est beaucoup plus rare de les casser. Peut-être parce que le sauve-cerveau est dessus, il y a beaucoup moins d'efforts sur le train avant, on ne peut pas se prendre de pierre dedans, je ne sais pas. Donc, on a tous, sur tous les modèles, on a nos petits soucis, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc maintenant, pour moi, là, à froid, lecture à froid. Attention. Je suis médium. Comment ça, je suis moyen? Et le liker qui est chez lui, t'es pas médium, t'es complètement naze. T'es le bas de gamme du bas de gamme. Bah alors pourquoi tu regardes? Donc, à froid. Je suis content pour l'instant pneumatique, je trouve les jantes un peu dures. La carreau métallique elle va éclater. L'aileron, ça peut se passer bien. La Wheelie-bar est assez flex, ça peut se passer bien aussi. Pare-choc avant aussi. Triangle, relativement flex aussi. Mais effectivement, on a vu ça chez l'abonné, donc déchirure du triangle ici sur l'axe. Parce que quand c'est trop flex, selon les efforts subis par le triangle, là, maintenant si on prend un choc en arrachement ici, lui va flexer, mais le matériau est tellement flexible que ça va se déchirer là. D'ailleurs, un gros problème au Bauhaus en ce moment. Si vous avez des engins au Bauhaus récents, vous avez un plastique qui casse nettement plus vite que l'ancien. Et j'avais pas les nouveaux en main. Moi, j'avais le dernier Bauhaus que j'ai acheté, c'était il y a 1 an, je crois, ou 2. Ou alors même si j'en ai acheté ces occasions, donc les anciens modèles, on n'avait pas de problème. Maintenant, il y a un problème. J'ai écrit à Bauhaus, le forum au Bauhaus France a écrit à Bauhaus. N'hésitez pas, surtout, écrivez au constructeur quand vous avez des soucis récurrents comme ça, même si vous ne répondez pas forcément. Il y a beaucoup de marques qui enregistrent, qui en fait ils ont leur petit tableau Excel de retour client et ils cochent triangle, amorto, machin, roulement, nani, nana, ils cochent tout ça et ensuite ils font oui ou non des améliorations. On a eu une série de ces engins, les tout premiers, j'avais vu, je suis tombé bêtement dessus sur le net, qui ont pété des fusées. Ils ont cassé en 2 nets sur des impacts. Normalement, ça a été upgradé. Normalement, on commence par N, finit par T. Et quand il y a des upgrades comme ça, si tu n'écris rien sur le carton, tu ne sais jamais. Est-ce que tu as reçu la version upgradée ou est-ce que c'est un vieux que la boutique avait en stock? Tu n'en sais rien. Donc cet engin-là, je vais le rouler comme j'ai roulé le STX, comme je vais rouler le Apsima, pas comme j'ai roulé le Granit, ça c'est sûr. Le Granit BLX, on mieux. Hein, celui-là il a reçu, mais il encaisse, c'est sûr. Donc on va le rouler en 2S dans ces mêmes conditions-là. C'est vrai qu'il est un peu plus gros, on est bien, tu vois là, on est sur une garde au sol comme le STX, donc un peu plus haut que le Arma sur le centre. On a par contre le gabarit du Arma, mais on a le prix est plus petit. Quand même, hein, on est un peu plus cher que les plus petits, mais on est en brushless. Et ça peut être sympa. Ils auraient aussi très bien pu mettre un brushless, enfin c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, il n'est pas trop violent, à un moment on verra ça avec le GPS, mais s'ils ont gardé une vitesse raisonnable en 2S 45-50, donc équivalent à un moteur charbon, tu auras toujours un énorme avantage de punch et un énorme avantage d'autonomie avec la version brushless par rapport au charbon et la capacité justement d'évoluer, de passer en 3S. Pour l'étagement on en verra plus sur le terrain, et le comportement aussi. Donc les mecs, votons. Je vous invite à voter. Est-ce qu'on le roule comme ça, sorti du carton? Bon, j'ai rehaussé suspecte parce que j'aime bien. Avec ces suspectes là, moi franchement j'ai pas envie. Je vous le dis. Cette suspecte là, ça me plaît pas du tout. J'ai envie d'assouplir la suspecte pour le rendre vraiment à l'aise dans le tout-terrain, à l'image du Apsima Torche qu'on a testé, vous avez vu. Là-bas c'était l'inverse, c'était un peu trop flex, mais vous avez vu que dans le terrain, justement dans le pré, ça marchait à merveille. Puis là j'y vais. J'ai assez papoté, j'ai laissé la radio allumée. Pas bien, Mani. Et j'attends que ça dégèle quoi. Salut. Ça va donner du test.